Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Dawende. Bonsoir, Monsieur Souban. Et merci de nous avoir rejoints pour ce 43e webinaire qui porte sur un thème aussi pertinent sur la formalisation des entreprises au Burkina Faso. Avec la permission de Monsieur Dawende, et je pense que si on peut commencer. Monsieur le modérateur, vous êtes prêt? Monsieur Souban, vous êtes prêt? Oui, bonsoir. D'accord. Si vous êtes prêt, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, Monsieur Virago, pour m'avoir passé la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Dawende. Bonsoir. On vous remercie tous d'avoir pris le temps de participer à notre 43e webinaire, dont le thème est la formalisation des entreprises au Burkina Faso, pratiques, procédures et opportunités. Moi, je me nomme Soban Akani, auditeur comptable et financier au sein du cabinet Fidali. Je serai chargé ce soir de la modération de ce webinaire. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Avant de passer la parole à M. Dawende, on pourra faire un résumé succinct de la procédure de formalisation des entreprises. La formalisation des entreprises, c'est quoi? De façon succincte, on peut définir ça comme étant le processus par lequel une activité économique, souvent informelle, est enregistrée et reconnue légalement par les autorités nationales. Cela implique généralement l'obtention d'un statut juridique, l'inscription au registre du commerce, l'obtention d'un numéro UFU et à plusieurs autres avantages. Donc, nous allons laisser la possibilité à M. Dawende de nous expliquer en profondeur cette processus de formalisation des entreprises. Nous tenons à souligner que la présentation se fera selon les étapes suivantes. La première étape qui serait les étapes les procédures simplifiées à connaître et les innovations en vigueur en termes de formalité. La deuxième, ce serait les erreurs fréquentes à éviter pour une meilleure formalité. Il y aura des cas concrets pour illustrer afin que chacun puisse avoir une idée sur comment ça se passe. Et puis, pour terminer, des opportunités pour les entreprises formalisées, pour les étudiants et pour les jeunes professionnels. Donc, M. Dawende. Oui. Si vous êtes prêt, je vais vous laisser la parole de nous présenter les contenus de votre exposé. Merci bien. D'accord. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis Soufiane Dawende, juriste d'affaires gérant à Iriba International Consulting. Merci bien, Monsieur Akani, pour votre bref résumé. Avant de commencer, je vais rappeler que je vais désactiver la caméra pour une plus grande conformité. Donc, on demande à tout le monde de désactiver son micro aussi, sauf s'il y a des questions à poser. J'espère qu'on m'entend bien, parce qu'il y a un peu de bruit à côté. Vraiment, il veut pleuvoir. Super. Donc, le thème de ce soir, c'est la formalisation des entreprises au Burkina Faso, procédures et opportunités. Donc, les objectifs des webinaires sont les suivants. Donc, ce sera d'abord de comprendre les étapes et les conditions de formalisation au Burkina Faso, bien sûr. Ensuite, identifier les choix importants, c'est-à-dire la forme juridique de l'entité. Ensuite, le régime fiscal. On va voir en bas que le régime fiscal, ce n'est pas vraiment un choix, mais il y aura des possibilités pour l'entrepreneur ou l'entreprise en constitution
de pouvoir opter pour un régime en fonction de son activité. Et ensuite, ce sera l'occasion d'appréhender les obligations administratives, bien sûr, et fiscales, parce qu'après la création, il y a bien évidemment des obligations auxquelles les entreprises sont astreintes. Mettre en évidence les opportunités liées à la formalisation également, c'est-à-dire pour les professionnels, les étudiants, bien évidemment, plus particulièrement les étudiants en droit et en gestion également, qui font un peu de fiscalité. Et aussi pour les entrepreneurs, les entreprises elles-mêmes. Donc, l'ensemble des problématiques s'articule autour des points suivants. Pourquoi et comment formaliser une entreprise au Burkina Faso? Quelle forme choisir, entreprise individuelle ou société commerciale? Quelles sont les étapes et formalités obligatoires pour créer une entreprise? Quels choix fiscaux pour quel type d'activité? En fonction de la nature de l'activité, on va voir en bas qu'il y aura un régime fiscal adapté. Comment tirer profit de la formalisation surtout? Donc, permettez-moi, avant de commencer, avant d'entrer dans les considérations plus pratiques, de faire un peu de théorie de manière résumée. Donc, le mot créer d'une manière générale, traduit l'idée de donner existence à quelque chose qui n'existait pas encore. Donc, éventuellement à partir d'autres éléments. Ainsi, créer une société est le plus souvent le fruit d'une réflexion qui a été bien mûrie. Ça veut dire qu'avant de constituer ou formaliser, légaliser une entreprise, il y a déjà ce que les études de marché, le plan d'affaires, etc., avant de formaliser. Mais on va essayer de faire un distinguo rapidement entre la création d'une entreprise et la formalisation d'une entreprise. La création, on peut l'appréhender sous l'aspect de la matérialisation d'une entreprise sur le terrain. Par exemple, de l'idée, du projet, des services qu'on offre, des produits qu'on commercialise, etc. Donc, c'est créer l'entreprise. Et formaliser l'entreprise, c'est habiller l'entreprise afin qu'il puisse voir le jour en toute légalité. Donc, je dois savoir choisir la forme juridique, si on a société, les statuts, etc., l'assemblée générale, etc., ou constituer tout simplement une entreprise. Donc, c'est formaliser. Donc, créer l'entreprise, donc c'est un peu un habit de langage quand on dit qu'on crée une entreprise. Tu crées une entreprise sur le terrain, mais sur le plan juridique, créer, ça peut amener d'autres débats parce que tu ne peux pas créer une entreprise qui existe déjà. On suppose que l'entrepreneur, par exemple, ici, existe déjà peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est fait ici, tant qu'il n'y a pas de problème, tant que ce n'est pas chaud pour un marché ou pour un document quelconque, la personne ne formalise pas l'entreprise. Donc, vous voyez un peu l'intérêt de distinguer la création de l'entreprise de la formalisation. Donc, principalement au Burkina Faso, dans notre espace Rwanda, il y a 2 formes d'entreprise ou d'entité. Donc, il y a l'entreprise individuelle et il y a la société commerciale. Donc, ici, c'est une seule personne physique, comme un particulier, comme M. Akane, bien évidemment, qui se lève, voilà, qui a son activité est formalisée, il se déclare comme un entrepreneur. Les juristes verront dans l'acte uniforme relatif au droit commercial général, je pense, à l'article 30, le suivant, je pense, on parle de l'entrepreneur. Quelqu'un qui formalise son entreprise sur simple déclaration, alors SSM, etc. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Aussi, les activités civiles. Voilà. Donc là, il y a des formalités assez simples à faire, on va le voir après. Mais ici, principalement, on retient qu'il y a une confusion entre le patrimoine personnel et professionnel. C'est-à-dire que l'argent, simplement, l'argent de l'entreprise et l'argent du particulier, il n'y a pas de distinguo. Voilà, c'est ton argent, l'argent de l'entreprise, c'est ton argent et tu fais ce que tu veux. Donc, ta responsabilité est illimitée. C'est-à-dire que pour les dettes acquises pour le compte de l'entreprise, demain, s'il y a un problème à la maison, on peut venir saisir tes biens personnels et pour satisfaire tes créanciers au niveau de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de distinguo à faire ici. Aussi, pour ceux qui sont mariés, voilà, sous un régime légal de la communauté réduite aux acquis, une communauté des biens, tout simplement. C'est-à-dire que même les biens de la famille, c'est-à-dire de ton conjoint, c'est-à-dire à partir de la date de mariage, tous les biens que vous avez acquis
jusqu'au jour de l'entreprise, après l'entreprise, tous ces biens-là pourront être engagés pour satisfaire les créanciers. Les créanciers sont les personnes à qui tu dois de l'argent ou quelque chose comme ça. Donc, il y a un risque sur les biens personnels en cas de dette. Maintenant, il y a une possibilité pour lui d'isoler, c'est-à-dire de mettre à part ses biens fonciers, c'est-à-dire bâtiments, terrains, etc. Voilà. À part, on passe par un notaire, on dit que voilà, ça, on va séparer les poursuivants, faire une déclaration d'insaisissabilité devant un notaire. Et on publie au bureau de l'hypothèque. Et puis, voilà, c'est-à-dire que ces biens-là sont désengagés. C'est-à-dire que cette pratique-là n'est pas vraiment bien maîtrisée ici, mais beaucoup le font pour leur protection. Souvent, on conseille à des personnes de le faire, surtout pour les entrepreneurs qui ont déjà plusieurs biens avant de créer une entreprise, de se formaliser en tant qu'entrepreneur individuel. Ensuite, il y a les sociétés commerciales. C'est avec la forme la plus répandue qui est la SARL, mais aussi il y a d'autres formes de sociétés, donc la SA et la SAS, société par action simplifiée. SA, société anonyme, SARL, société à responsabilité limitée. Donc ici, contrairement à l'entreprise individuelle, il y a une distinction à faire entre le promoteur, c'est-à-dire lui qui formalise l'entreprise, qui crée l'entreprise, et l'entité juridique qui est la personne morale. Là, on va parler plutôt de personne morale. L'autre côté, on parle plutôt de personne physique, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise individuelle. Là, un avantage, c'est que vous pouvez aller en association. C'est-à-dire, monsieur Akane, par exemple, moi, nous décidons de créer une entreprise dans le transport, le transit. On s'associe, on crée une entreprise. Donc, ça sera une société pluripersonnelle. À l'inverse, monsieur Akane peut créer une SRL, une SA ou une SAS seule, donc ça sera une société unipersonnelle. Donc l'entreprise, la personne morale a son patrimoine et nous, en tant qu'associés, nous avons nos différents patrimoines. Voilà. Ici, on dit que la responsabilité est limitée aux apports en fonction de ce que tu as apporté. Voilà. Mais il faut faire une distinction entre la responsabilité limitée aux apports et aux dettes, etc. On avait déjà fait un article, rédigé un article sur ça. Après, on pourra disponibiliser ça. Donc, c'est un résumé, ça, l'entreprise a son propre patrimoine, etc. Maintenant, parmi les sociétés, il y a des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux, des sociétés de personnes SNC, c'est-à-dire des sociétés en nom collectif. Et une autre société qui est partiellement société de personnes, etc., c'est la SCS, société par commandite simple, c'est-à-dire que là-bas, il y a des associés, il y a certains associés qui sont commanditaires, commandités, et les commandités, eux, leur responsabilité est illimitée. Les commanditaires, la responsabilité est limitée. Eux, pour la gestion, par exemple, de cette entreprise-là particulièrement, ce sont les commandités qui seront chargés de gérer, c'est-à-dire avoir la qualité de commerçant. Celui qui a la qualité de commerçant dans une entreprise, c'est la personne qui est susceptible d'engager la responsabilité de l'entreprise. Les autres personnes n'ont pas forcément la qualité de commerçant. Donc, c'est ça. Donc, au niveau des sociétés de personnes, SNC, SCS, pour les commandités, ils sont la responsabilité, ils sont solidairement et indéfiniment responsables. Donc, pour eux, il n'y a pas de distinguo, c'est-à-dire eux, à tout moment, on peut venir les attaquer personnellement à la maison pour récupérer, par exemple, les biens pour satisfaire les créanciers. Maintenant, au niveau des sociétés de manière générale, il y a une infraction qu'on appelle abus de biens sociaux, c'est-à-dire les entrepreneurs, les gérants d'entreprise qui vont utiliser, par exemple, les biens de l'entreprise ou les fonds de l'entreprise à des fins personnelles seront poursuivis. C'est-à-dire, même si M. Akane crée une entreprise, une SRL, par exemple, ce qui est répandu, et qu'il est associé unique, c'est-à-dire une société unipersonnelle. On a dit de faire un distinguo entre ses biens et les biens de l'entreprise. Si demain il y a un problème, et qu'on veut savoir, les auditeurs viennent, quand on veut situer les responsabilités, pourquoi l'entreprise a mal aujourd'hui, pourquoi les créations ne sont pas payées,
même si c'est une société à responsabilité limitée ou sa responsabilité limitée, si on s'en rend compte qu'il y a une faute de gestion, et que, par exemple, utiliser les véhicules de l'entreprise à des fins personnelles, l'argent de l'entreprise pour financer ses voyages personnels, etc., il pourra être poursuivi pour abus de biens sociaux. Et c'est une infraction, c'est pénal, sur le plan pénal, avec des amendes, etc. Donc, les formes d'entité, justement, courantes, c'est l'entreprise individuelle, bien évidemment, c'est-à-dire les personnes physiques qui s'engagent sur une déclaration, il entreprend avec ses risques. La SARL, c'est la forme la plus répandue au Burkina Faso aujourd'hui. Dans la SAS et la SAS unipersonnelle. Là-bas, il y a une flexibilité statutaire plus que même dans la SARL. Là-bas, ce sont les entreprises, on conseille cette forme d'entreprise-là généralement pour des personnes qui se lancent dans les startups, c'est-à-dire dans le domaine de la technologie, où souvent il faut lever des fonds, faire appel à des investisseurs, etc. Donc, c'est plus intéressant. Là-bas, vous allez voir qu'il y a un président, il y a un directeur général, il y a un directeur général adjoint en fonction des préférences, etc. Là, il y a un président qui gouverne tout, mais qui ne dirige pas forcément. Et il y a un DG. Au niveau de la SRL, lui qui dirige, c'est le gérant. Donc, quelqu'un qui a une SRL, par exemple, ne peut pas se faire appeler directeur général. C'est juste un gérant, simplement. Purement simplement. Entreprise individuelle, bon, il y a le responsable, tout simplement. Au niveau de la SAS, soit tu es président, soit tu es directeur général adjoint, etc. Au niveau de la SA, ça dépend. Il y a des SA, sociétés anonymes. C'est la plus grande forme de société d'ailleurs, d'entreprise d'ailleurs, où le capital minimum, c'est 10 millions. Pour les banques, 20 milliards. Pour ceux, les SA qui font appel public à l'épargne, c'est-à-dire ceux qui partent au niveau des grandes levées des fonds, bourse, etc., qui font appel aux fonds du public. Là-bas, il faut 100 millions comme capital. Donc, je disais que, voilà, au niveau de la SA, ça dépend. Il y a une SA avec directoire ou SA avec conseil d'administration. Là, il y a un PCA, président du conseil d'administration, et puis on nomme un directeur général adjoint. On va parler de PDG ici, lorsque il y a lui qui est le PCA, en même temps directeur général. Là, on parle de président directeur général. Le PCA en même temps, et puis il est directeur général. Donc, on parle de PDG. PDG de telle entreprise, il est au conseil d'administration comme président et il dirige sur le plan opérationnel de l'entreprise, il est le directeur général. Maintenant, est-ce avec administration générale, le truc, avec directoire, ce sera juste un administrateur général adjoint et puis j'ai ça comme tel. Mais il faut dire qu'au niveau de la SA, ce n'est pas forcément qu'il y ait une seule personne avec son argent peut créer une SA. C'est-à-dire les SAU, c'est-à-dire société anonyme unipersonnelle. Voilà, il faut mettre des gens pour diriger, etc. Mais c'est possible. Au niveau de la SNC, etc., SCS, etc., voilà, ce sont des sociétés de personnes. La responsabilité est illimitée, mais tu peux diriger. Mais là, au niveau de la SCS, il y a des commanditaires, les commanditaires. Les commanditaires ne peuvent pas gérer. Il faut envoyer un commanditaire pour gérer, pour engager la responsabilité, puisque le risque là-bas est illimité. Mais au Burkina Faso, jusqu'à présent, il n'y a même pas plus d'une seule SCS. Je pense que c'est 1-1, puisqu'on a vu un peu avec un magistrat, un de nos enseignants qui nous disait qu'ils ont fouillé, mais il n'y a jamais eu ou à sa connaissance, il n'y a pas de SNC. Peut-être qu'un seul. Peut-être au niveau des anciens notaires, par exemple, peut-être qu'on va approfondir la recherche. Et puisque le risque est illimité, on se demande finalement à quoi ça va servir. Peut-être tu veux collaborer avec des partenaires étrangers que tu demandes, vu le risque, etc., de créer une SNC, mais c'est vraiment rare. Donc, c'est la SARL, l'entreprise individuelle, et puis la SAS, qui sont vraiment brisées à notre niveau. Dans le type de fiscalité d'entreprise, je pense que les auditeurs, les comptables ici peuvent bien nos trucs, mais ce sera généralement l'IS pour les sociétés, l'IBNC, c'est-à-dire les avocats, par exemple, les notaires, c'est l'IBNC. Voilà, ils exercent quelque chose, mais ce n'est pas vraiment du commerce pur et simple. Les BICAP, les personnes physiques, mais il faut que ces professionnels-là soient enregistrés comme ça, les sociétés civiles. Donc, c'est généralement ça. Au niveau des régimes d'imposition aussi, il y a principalement trois régimes. CME. Au niveau de la CME, on a 2 sous-régimes encore, le régime du forfait pour les individuels, le régime déclaratif, etc. Et voici les chiffres qui s'affichent. Au niveau du RNI, qui est le plus grand régime d'imposition ici, c'est au moins 50 millions de chiffres d'affaires. RSI entre 15 et 50, CME 15, etc. Maintenant, il y a des exceptions.
C'est-à-dire, c'est pas parce que on ne se base pas seulement sur le chiffre d'affaires pour fixer le régime. Si tu es, par exemple, dans la prestation intellectuelle ou généralement la prestation de services, même si tu déclares un chiffre d'affaires de 1000 francs à la Constitution, c'est vrai que c'est un CA prévisionnel, mais tu peux être classé au niveau du RSI. Voilà. C'est-à-dire, en fonction de la nature de l'activité que tu mènes, on peut opter pour un régime pour toi. Mais le choix, le conseil ici qu'on donne, c'est que pour un début, bon, ça ne sert à rien aussi de formaliser l'entreprise et puis avoir un régime qui te dépasse. Soyons honnêtes. Donc, on va conseiller aux gens, par exemple, de structurer, on essaie de structurer les activités ou l'objet social, de seule sorte qu'ils bénéficient d'un régime CME, soit contribuable CME, le permettre de mieux gérer au début. Peut-être qu'après, s'il est reclassé, etc., pas de problème. Mais voilà, au début, il ne faut pas se mentir si tu ne peux pas. Voilà, il faut prendre les conseils. Voilà, revoir un peu tes activités. Bon, tu peux exercer de manière connexe des choses que tu veux, mais il faut structurer les activités. Un régime CME, c'est le conseil que l'on donne à notre niveau en tout cas. Donc, les étapes clés de la formalisation. Donc, c'est d'abord choisir la forme juridique. La pratique va commencer. Donc, dans la catégorie des sociétés pluripersonnelles, il y a lieu de distinguer les sociétés de personnes du capital qu'on a déjà fait en haut. Voilà, donc les sociétés de personnes, la responsabilité généralement est illimitée. Les sociétés de capitaux, voilà, SRL, etc. Mais juridiquement, les juristes vont parler ici, mais la SRL est en réalité hybride parce que les conditions, par exemple, de cession de parts sont soumises à certaines formalités où ce n'est pas en réalité direct, comme au niveau de la SA où on peut facilement céder. Donc, on dit que les hybrides revêtent des caractéristiques, des critères d'une société de personnes et à la fois d'une société des sociétés de capitaux. Donc, il faut faire un bon choix. Voilà, il faut faire un bon choix. Et puis voilà, en fonction de tes associés, si tu pars sur, etc., pour un début, la nature de l'activité, tu prends conseil et tu es soit SA, SRL, SAS ou individuel, simplement. Ce sont les 4 formes d'entreprise, les 4 entités qui sont répandues. Donc, premièrement, il faut réserver le nom commercial. Nous sommes au niveau des étapes clés de la formalisation. Premièrement, dans ton domaine d'activité, tu dis que par exemple, tu fais dans le bâtiment, dans le BTP, tu as ton domaine d'activité, tu as tes documents, etc. Et tu veux formaliser. La première étape, c'est de vérifier et réserver ton nom commercial, la dénomination sociale. C'est le nom qui va s'afficher sur tes documents. C'est le nom qui sera sur tes documents. Les gens, enfin, les distinguent entre nom commercial et dénomination sociale, mais à notre niveau, on mélange tout et puis bon, ça passe. À l'enseigne aussi, il y a le sigle, etc. Mais d'abord, c'est de réserver ton nom commercial. Aujourd'hui, on va voir dans les innovations, on le fait en ligne. Depuis quelque temps déjà, on le fait en ligne. Il faut réserver le nom, c'est-à-dire trouver un nom que tu veux, et puis tu lances la vérification, tu payes, etc. Et puis après, on te répond par mail généralement. Ton nom est réservé ou non, tu vas changer de nom, etc. La réservation, pour les personnes morales, c'est 3 000 francs. Pour les personnes physiques, c'est 2 000. Maintenant, comme c'est en ligne, il y a des frais supplémentaires. Donc, on va à 3 500 pour les personnes morales, les sociétés, l'entreprise individuelle. On est à 2 000 francs pour réserver le nom simplement. Quand tu réserves le nom, c'est à 3 mois, renouvelable, et puis tu formalises, etc. Maintenant, on distingue ça de la protection du nom, de la marque, l'OAPI. Vous savez, l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Donc, il faut distinguer ça. Mais d'abord, tu peux réserver ton nom, ça te protège aussi au niveau du fichier national SCCM. Donc, c'est un site internet, c'est une plateforme, fichier national SCCM, où tu réserves le nom sans problème là-bas. Tu as juste besoin des références des documents d'identification de la personne physique ou du gérant. Et puis, tu as le secteur d'activité, tu as le numéro de téléphone, tu lances et puis voilà, c'est bon, tu réponds simplement. Si tu vas rédiger les activités, voilà, donc c'est un peu le contrat de société où vous allez choisir en fonction du nombre d'associés, vous gérez, comment est-ce que ça va se passer, c'est le contrat, c'est le projet en réalité. Voilà, comment vous allez gérer, comment l'entreprise va fonctionner, quels sont les éléments, etc. Pour rédiger les statuts, là, c'est lorsqu'on se trouve dans une société. Au niveau de l'entreprise individuelle, il n'y a pas de statut à rédiger, c'est simple. On verra les documents à fournir plus tard. Mais on va aller comme ça, parce que si on va subdiviser, on va perdre beaucoup de temps. Donc, on va aller au fur et à mesure. On va voir quels sont les documents à fournir en fonction de
l'un ou l'autre forme l'entité, la forme morale ou physique. Donc, au niveau des statuts, vous allez voir les mentions obligatoires. Pour rédiger les statuts se trouve à l'article 13 de l'acte de forme droit des sociétés commerciales GIE. Je pense que c'est à partir de l'article 13 en avant. Vous allez voir un nombre de panoplie de mentions obligatoires, la durée, le nom, le siège, etc., jusqu'à la condition, etc. de la société. Donc, vous rédigez, si les statuts sont signés, en principe, on peut dire que la société est constituée, même s'il faut accomplir certaines formalités après. Parmi les étapes, il faut rédiger un PV, procès verbal de l'Assemblée générale constitutive. On constitue la société, et là-bas, il faut dire qu'on a adopté les statuts, on a désigné un mandataire pour s'occuper des formalités. Après, on désigne le gérant, voilà, valider un peu les choses, etc. Ça, c'est une liste de présence, on dit qu'on s'est assis, on a fait ci, on a décidé ça, etc., etc. Donc, c'est l'acte vraiment qui fonde en réalité la société. Alors, qui dit qu'on s'est assis, on a pris des décisions, etc. Donc, il y a le PV d'AG constitutif. Vous allez voir aussi souvent le PV d'Assemblée générale extraordinaire pour prendre certaines décisions. C'est-à-dire extraordinaire, c'est-à-dire que la société est déjà en cours de vie et on veut prendre certaines décisions. Par exemple, changer de gérant, modifier le nom, etc. On va modifier, ça, ce sont les modifications. Peut-être qu'après, on verra, et puis, voilà, elle a appelé certaines choses au niveau de la modification. C'est différent de la création. Donc, ici, on est d'abord la formalisation. Donc, vous allez rédiger le PV, prendre certaines décisions. On adopte les statuts, on choisit le gérant. Et s'il y a des mineurs, il faut valider la personne qui va représenter le mineur, c'est généralement papa, maman, etc. Parce que c'est quand on ne dit pas aussi souvent, c'est que même les mineurs, c'est-à-dire un enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans, peut être associé dans une société. Souvent, on reçoit des parents qui veulent intégrer leur enfant dans leur entreprise pour protéger en réalité la famille, etc. Madame, les enfants, etc. C'est possible. Donc, on va représenter l'enfant par papa ou maman au niveau de la constitution et puis l'enfant est protégé, l'enfant a des parts sociales, etc. Et on va constituer le capital. Le capital se divise soit en parts sociales, soit en actions. Donc, quand on parle de capital, déjà, on ne parle pas d'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle est vraiment simple par rapport à la constitution. Donc, les parts sociales, soit nous sommes dans les parts sociales, soit nous sommes dans les actions. Soit tu as des parts, soit tu as des actions. Les parts sociales, généralement, ça concerne la SARL. Ça, c'est la SARL. Quand on parle de parts sociales, c'est la SARL, généralement. Et donc, on met l'accent sur la SARL, la SA, la SAS, l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, en balai, il n'y a pas de part, il n'y a pas d'action. Les 100% propriétaires de son entreprise, il fait ce qu'il en veut avec ses multiples risques. Là, on divise le capital social en parts sociales ou en actions. En action, lorsqu'il s'agit de la société anonyme, les SA, on dit il a 10 actions, il a 20 actions, il a 100 actions, etc. Et il a les parts sociales lorsqu'on parle de la SARL. Au niveau de la SAS aussi, il y a des actions. Parce que la SAS, en réalité, c'est une SA à miniature. C'est-à-dire, c'est une petite sœur de la SA. Mais voilà, avec plusieurs flexibilités comme la SA. Mais la SA, généralement, c'est pour une plus grande crédibilité. Les gens constituent une SA ou bien, voilà, lever des fonds importants, etc. Donc, le capital social peut être soit en nature, soit en numéraire ou les deux. Il y a un troisième, il y a les apports. Pour le capital social, il faut apporter. Donc, les apports, soit sont des apports en nature, soit sont des apports en numéraire. En numéraire, c'est-à-dire que tu as l'argent, tu déposes l'argent dans le compte bancaire, tu donnes des documents, etc. Et tu as un capital en numéraire. Et si tu veux 5 millions comme capital, tu déposes l'argent à la banque, etc. Et puis, les formalités, on va voir un peu ces formalités avant. Ou en nature, tu apportes des biens, c'est-à-dire des bureaux, des machines, une parcelle, etc. C'est des biens en nature. Voilà, sur le plan comptable, on va voir comment on libère, etc. Ça, les auditeurs sont bien placés pour ça. Libérer, constituer le capital, etc. Voilà. Donc, à part ces deux, il y a le capital en nature en numéraire. Il y a un troisième, il y a des apports, l'apport plutôt. Il y a l'apport en industrie. Mais là, à la Constitution, ce n'est pas accepté d'une manière pratique parce que c'est difficile d'évaluer. L'apport en industrie, c'est un associé, du fait de ses compétences, du fait de son expertise, apporte son expertise à l'entreprise, mais il n'y a pas de rémunération. On va échanger ça comme une participation à l'entreprise. On peut le fixer un salaire
parce qu'il est gérant ou dirigeant, mais du fait de son truc, il est comme associé. Et puis, il a des parts sociales, il a des parts sociales ou des actions. En fin d'année, il participe aux bénéfices, etc. Donc, c'est l'apport en industrie. Donc, apport en numéraire, c'est de l'argent. Apport en nature, c'est des biens. Et apport en industrie, c'est l'expertise ou les connaissances, les compétences, ton savoir-faire plus globalement. Voilà. Maintenant, le capital social, il y a un minimum fixé par l'acte uniforme. Donc, par rapport à la SRL, sur la forme répandue, il y a un petit débat, mais c'est clair maintenant. L'acte uniforme, dans les sociétés commerciales GE 2014, je crois, a fixé un minimum pour la SRL, le capital social minimum pour la SRL. Maintenant, le minimum là-bas, c'est, je pense que c'est l'article, c'est pas 300 l'an, c'est pas trop, 300 l'an. On a fixé un minimum. Donc, le minimum là-bas, c'est 1 million. Donc, 1 million de francs comme capital. Maintenant, cette disposition-là laisse la latitude aux États membres, puisque c'est OADA. OADA, les 17, bientôt 18 avec le Burundi. Laisse la latitude aux États membres, par exemple, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire ou le truc, de déroger à cette règle d'1 million. Donc, c'est-à-dire qu'en 2016, le Burkina Faso a pris un décret, dit que le capital minimum, le seuil minimum, c'est, à son niveau, c'est 100 000 francs en 2016. Donc, on va supposer qu'on est passé de 1 million en 2014, en 2016, c'était 1 million. 2014, voilà, 2004, ouais, c'est ça. Donc, le Burkina Faso a pris un décret, 2014, dit que c'est 100 000 francs à son niveau, capital social pour la SRL. Après, de ça, il y a un autre décret 2016, justement, qui a dit qu'il n'y a pas de minimum exigé. Pas de minimum exigé, mais il faut respecter le montant nominal de la part sociale dicté par l'acte uniforme. C'est-à-dire, l'article où on a mis 1 million, là, on a dit que la part sociale, c'est-à-dire c'est une fraction du capital social. Par exemple, 1 million, la fraction là ne doit pas être inférieure à 5 000 francs. Donc, comme il n'y a pas de minimum exigé, c'est-à-dire que à partir de 2016, le montant nominal de la part sociale, c'est 5 000 francs pour la SRL. Par analogie, ça veut dire qu'on peut créer une SRL, formaliser une SRL avec un capital social de 5 000 francs. C'est ce que ça veut dire par analogie. Donc, 5 000 francs, 10 000, 20 000, tu vas avoir un capital. Mais, par souci de crédibilité ou de sérieux, bon, les gens préfèrent le capital d'1 million ou moins, hein, ça peut aller 100 000 francs, c'est toujours possible, 50 000 francs, c'est possible. Donc, par crédibilité, les gens recherchent sur les documents avoir un capital social de 1 million de francs. C'est en réalité ça, la chronologie, on est quitté à 1 million, 100 000 et puis 5 000 francs. Donc, 1 million, l'acte uniforme, on a ouvert un peu pour les États membres. Le Burkina Faso est passé à 100 000 francs en 2014, eux en 2016, passé à 5 000 francs. Mais ça, c'est pas analogique parce qu'on dit qu'il n'y a pas de minimum exigé, mais il faut quand même respecter le montant minimum nominal de la part. Donc, c'est ça. Pour la SA, c'est 10 millions. Pour les SA qui font appel public à l'épargne, c'est 100 millions. Pour les banques, on est à 20 milliards depuis 2020, fin 2023, début 2024. Mais bon, certaines banques ne sont pas encore conformes, ne sont pas encore conformées aux 20 milliards, ils sont en train d'essayer. De toute manière, on a donné d'alimentation bancaire, on les a donné 3 ans pour se conformer. C'était 10 milliards pour les banques, maintenant c'est devenu 20 milliards. Mais la banque, généralement, ne dépend pas trop de l'OADA, fait l'objet de l'implémentation spécifique. Donc, après, il faut préparer le contrat de bail ou plutôt le justificatif de propriété ou de situation géographique. Donc, généralement, c'est le contrat de bail, le certificat de résidence, on va en venir. Donc, le contrat de bail déjà, c'est-à-dire que tu t'attends avec un bailleur où le siège de l'entreprise doit se trouver, tu t'entends à signer des documents, vous déposer avec un montant de loyer, les conditions entre vous, etc., vous déposez. Donc, c'est un bail à usage professionnel. C'était qu'on dit plus commercial, un bail à usage professionnel. Voilà. Il y a des bails à usage d'habitation, etc. Mais il y a des bails à usage professionnel ici. Vous déclarez un loyer et puis le loyer là va servir pour déterminer le montant, le droit d'enregistrement à payer, le droit de timbre aussi. Donc concrètement, comment ça se passe? Il y a les références cadastrales, c'est-à-dire soit sur une facture d'eau, d'électricité, tu relèves l'eau, section parcelle, tu as le secteur, tu relèves, tu mets tout, le bailleur est d'accord, etc. En principe, c'est bien en principe parce que
Les gens rédigent des contrats de bail et puis voilà, ils le baillent d'un ton courant. Donc, en principe, et puis tu signes, tu colles les thèmes, etc., tu payes les droits d'enregistrement. Donc, ça fait 5% de la valeur locative annuelle. On suppose que le bail, le loyer, c'est 25 000 francs le mois. Tu fais 25 000 francs multiplié par 12, tu frappes 5%, tu payes. Ce que tu dois payer, ça doit être autour de 15 000 francs. Plus les timbres, 3 200 ou 4 000, ça dépend si il y a des timbres ou pas. Donc, ça va représenter 60% du montant du loyer tout court. Donc, le certificat de résidence, lorsque nous sommes au niveau de l'entreprise individuelle, il faut un certificat de résidence. Mais pour avoir le certificat de résidence, la procédure, c'est de payer d'abord les taxes de résidence aux impôts. Voilà, soit les 5 ans, tu négocies en fonction de ton quartier, etc. On t'impose, tu payes, et tu prends la quittance de la taxe de résidence, tu pars à la mairie, où tu relèves et puis tu établis le certificat de résidence avec un terme communal. Voilà, donc ça, c'est l'entreprise individuelle. Maintenant, le certificat de résidence n'est pas exigé quand on parle de société ou personne morale. Le certificat de résidence est exigé lorsqu'on parle de personne physique, c'est-à-dire une entreprise individuelle. On va en venir encore. Voilà. Et il y a des actes. Il fallait enregistrer avant les anciens, il fallait légaliser les statuts, le procès verbal même souvent maintenant, voilà, c'est exempt, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'enregistrer les impôts, les statuts, les impôts, etc., légaliser avec les timbres, on n'a pas fini, c'est plus de dépenses que merci. Voilà, donc il n'y a plus lieu d'enregistrer les actes. Mais il y a certains entrepreneurs qui veulent quand même qu'on enregistre les actes. C'est facultatif, mais si tu parles, on va légaliser et puis on va enregistrer tes statuts. Donc, ce sont les étapes vraiment de la formalisation, comment tu prépares, etc. Donc, l'identité de la société ou l'entreprise, donc c'est la dénomination sociale, le nom commercial, etc. L'objet social sont tes activités que tu mènes, les activités que tu mènes concrètement. Tu vends de la boisson, tu vends des céréales, etc. C'est ton objet social, ou tu offres des prestations comptables, etc. C'est ton objet social, sont tes activités. Au niveau des sociétés, généralement, c'est 99 ans, la durée de vie de la société. Où tu renouvelles, ça fait une vie pratiquement, donc généralement, personne ne voit. Rarement, personne ne voit la fin de son entreprise, mais c'est maximum 19 ans et après on renouvelle parce que ça ne peut pas être éternel quand même. Voilà. Ou bien on peut mettre fin avant, hein, on peut mettre fin avant, tu es rentré dans l'entreprise, etc. Au niveau de l'entreprise individuelle, il y a un débat qui se pose. Au niveau des juristes, l'entreprise individuelle, vu qu'il n'y a pas de statut, il n'y a rien. L'entreprise est reliée fondamentalement à la personne physique ou au particulier. Après sa mort, qu'est-ce qui se passe? Quand l'entrepreneur individuel décède, qu'est-ce qui se passe? Il meurt avec son entreprise ou bien l'entreprise est cédée comment? Donc, il faut trouver des ramifications, des solutions pour céder l'entreprise aux héritiers, etc. Mais en principe, quand l'entrepreneur est l'entreprise, il faut trouver ou passer par d'autres actes, d'autres techniques juridiques pour assurer la pérennité de l'entreprise. Voilà. C'est pour ça même qu'on ne conseille pas généralement quand c'est vraiment sérieux, ça devient sérieux, il faut quitter l'entrepreneuriat autonome, l'entreprise individuelle, pour faire une société. Mais il y a un problème pratique qui se pose. Aujourd'hui, on ne peut pas passer d'une entreprise individuelle, c'est-à-dire tu es entrepreneur individuel, tu as tous tes documents, et demain, tu as vu des opportunités où tu veux intégrer d'autres personnes, tes enfants ou ta femme par exemple, tu ne peux pas passer d'une entreprise individuelle à une société. Voilà, donc ça fait un débat, les gens sont en train de voir comment ça va être possible, parce qu'on dit que l'entreprise individuelle, ce n'est pas une forme sociétaire, donc on ne peut pas passer d'une entreprise individuelle à une société ou à une personne morale, tout court. Donc, comment on fait? Si à la longue, la personne veut changer de statut, comment il fait? La solution qu'on propose, c'est juste de radier l'entreprise individuelle. On radie l'entreprise individuelle, on a les documents de la radiation, après liquidation, etc. On a le document de la radiation. On peut voir le greffier, c'est-à-dire on part au fichier national, on peut voir le greffier physiquement, et on lui dit que c'est la même personne là, le même promoteur là qui a radié, qui veut passer à une société. Donc, permettez-nous, puisque l'enjeu ici, c'est le non commercial. L'enjeu ici, c'est le non commercial. C'est pour ça qu'on va répartir au niveau du fichier national, au niveau des noms. On dit que c'est la même personne là qui a radié, mais il veut maintenir son nom, sa dénomination sociale, son nom commercial au niveau des documents, etc. Donc, on va répartir
On va dire l'entreprise est foutue, mais il veut maintenir le nom puisque ses collaborateurs, ses clients, ses fournisseurs connaissent déjà ce nom. Et ce nom est vraiment bien pour lui. Il veut maintenir son nom. On va lui dire, allez avec le document de la radiation au niveau des griffes, etc. Et puis on dit que c'est la même personne qui veut créer la société et on maintient le nom commercial, il crée une société avec la forme SA ou SRL, etc. Donc, vous voyez la difficulté. Donc, il n'y a pas de passerelle entre l'entreprise individuelle et une personne morale, ou quelqu'un personne morale. Donc, bon, peut-être que les juristes pourront écrire des mémoires dessus, des solutions des actifs, voilà, pour montrer comme ça lors d'une prochaine révision de l'acte uniforme, où les deux actes uniformes, on puisse intégrer, établir une possibilité de passer directement d'un début individuel à une société. Parce que c'est vraiment une vraie problématique actuellement. Donc, le rôle du CFO actuellement, donc c'est le centre de formalité de l'entreprise. Ça va être pratique. La maison d'entreprise se trouve au niveau après le rond-point des Nations Unies lorsque vous allez, puisqu'il y a certains qui ne connaissent pas. Après le rond-point des Nations Unies, lorsque vous partez vers Télécel ou Move Africa, au niveau de la chambre de commerce, du feu de la chambre de commerce, vous tournez à droite et vous regardez après la chambre de commerce à gauche. Donc, c'est même aligné avec la chambre de commerce, la direction générale, pour savoir. Le CFOR, CFAC, pour ceux qui sont dans le bâtiment, et puis après le CAMCO. Donc, c'est le centre d'arbitrage, de médiation, etc. De Ouagadougou. CAMCO, ils sont chargés pour la médiation, conciliation, arbitrage, etc. Donc, c'est là que se trouvent les CFOR. Et c'est là-bas qu'on a compris les formalités finales, si on peut dire. C'est là que M. Akani a parlé de SCCM, de UFU, de CNSS, etc. C'est là qu'on récupère tous ces documents-là. Donc, c'est un centre de facilitation vraiment parce qu'après, j'imagine que les anciens devraient faire plusieurs tours et tribunal de commerce, TC, impôts, etc. pour voir tous les documents. Mais là, ça facilite vraiment. Après, toutes les formalités de montage, ton dossier, etc. Dépose là et on te fournit tes documents. C'est pour ça que c'est un centre de facilitation vraiment. Donc, les coûts pour les sociétés et personnes morales, c'est 50 500 francs. Et pour les sociétés, l'entreprise individuelle, c'est 43 500 francs, je crois, tout de ça. Pour la modification des sociétés, c'est 28 000 francs. Pour les entreprises individuelles aussi, ça va être 18 000 francs, 17 000 francs, je crois. Donc, tu vas recevoir un SCCM, un UFU, une notification employeur, promoteur, et puis une carte professionnelle de commerce. Donc, en abrégé CPC. Le délai là-bas, c'est généralement 6 jours ouvrés en pratique, et puis en province, ça peut aller loin, puisqu'il y a plusieurs CFOR. Kaya, il y a CFOR, Zignare, il y a CFOR, Ouagadougou, Boubou, et puis dans certaines grandes villes, il y a Fada, etc. Il y a des CFOR. Voilà. Donc, ça dépend de la célérité. Au niveau de la célérité, Ouagadougou est plus rapide, et puis bon, les affinités aussi. Donc, c'est le rôle de CFOR qu'elle a, de se réunir, faciliter tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rappeler ici? Maintenant, en ligne, voilà. En ligne, je voulais dire qu'en ligne, puisque c'est possible, on va voir au niveau des innovations, on peut déposer tout ça en ligne, sur les textes, etc. Mais le principal défi actuellement, c'est que, ce qu'on ne comprend pas trop, c'est qu'après d'avoir déposé en ligne, avant, on ne pouvait pas faire de dépôt en ligne, mais maintenant, pour les entreprises individuelles, c'est obligatoire que tu déposes en ligne. Mais tenez-vous bien, après le dépôt en ligne, tu dois déposer le dossier physiquement encore à leur niveau. Donc, finalement, on se demande à quoi ça sert de devoir ouvrir la plateforme, etc. Donc, tu déposes en ligne, déposes au niveau physiquement. Les sociétés, ce n'est pas obligatoire de déposer en ligne et déposer directement, mais quand tu déposes en ligne, tu es obligé de déposer encore physiquement pour les sociétés. Donc, qu'importe la forme que tu déposes, mais ça, c'est pour les créations, les formalisations d'abord, après modification. Tu déposes en ligne, mais tu es obligé de déposer encore physiquement. C'est dit que peut-être c'est pour une plus grande sécurité au niveau des signatures, etc. Les gens peuvent frauder, etc. On peut comprendre. Mais peut-être qu'à l'avenir, ils vont nous aider à démocratiser tout ça. Voilà. Donc, voilà. Donc au niveau du dépôt, c'est fort. On va fournir les pièces pour les sociétés. Pour les personnes morales, on va fournir des pièces. Donc, il y a une liste clinique qui est là. Donc, là-bas, on délivre CNSS, UFU, SCCM. On délivre des cartes professionnelles de commerçants, c'est-à-dire les CPC, pour les gérants. Les associés ne peuvent pas avoir de CPC. Mais, voilà, ce n'est pas obligatoire.
tu paies des frais supplémentaires pour pouvoir bénéficier d'une CPC lorsque c'est une société, une personne morale. Donc, voilà pour le document. Donc, la documentation fournie concrètement sont les documents légalisés, et les documents, bon, la copie simple, parce qu'au niveau des sociétés, on ne demande pas que les documents soient légalisés. Donc, tu déposes la CNV simple, copie CNV simple, passeport simple, les gérants et aussi les associés. Voilà, gérants ou les associés, tu déposes tout. Tu déposes aussi un casier judiciaire, moins de 3 mois, etc. Mais là, on passe plus par une déclaration sur l'honneur. Les gens, bon, juridiquement, ce n'est pas très pertinent parce que, mais on lit au place du casier judiciaire pour déposer la déclaration sur l'honneur. Voilà, pour le casier judiciaire. Et puis, on t'impose d'envoyer ça sur 75 jours, mais bon, c'est comme 50 jours, mais bon, c'est jamais respecté, donc c'est devenu la norme. Donc, on dit que l'erreur commune crée le droit, en réalité. Donc, casier judiciaire ou DSH, déclaration sur l'honneur, pour dire que voilà, la personne n'a pas encore fait de prison, etc. Donc, il est habilité à gérer une entreprise, etc. Donc, ensuite, les statuts. Tu vas rédiger les statuts. On a dit qu'au niveau de l'article 13 de l'acte uniforme droit de société commerciale GUE, il y a toutes les mentions obligatoires pour rédiger des statuts. Le danger ici, c'est d'aller copier, coller des statuts sans adapter ou sans voir les textes, etc. Par exemple, pour un juriste, il est plus habilité à bien gérer les statuts. Par exemple, il y a un entrepreneur qui est dans, un client qui est dans les fermes, etc., l'agro-silvo-pastoral, l'activité agro-silvo-pastorale, qui dit que lui, il veut créer la société, mais il ne veut pas que son nom figure sur les documents de manière complète, parce que voilà plusieurs raisons qu'on va décliner. Mais sa mère va être associée unique, ce qu'il avait dit dès le début, associée unique. Il veut qu'en cas de problème, décès, on touche à des bois ou de malheur quelconque, lui, il puisse reprendre la société facilement. Voilà. Parce que si on laisse ça comme ça peut tomber, et bien l'entreprise peut tomber dans la succession, parce qu'il n'est pas le seul enfant de sa maman. Donc, il faut une solution juridique à ça. Donc, on l'a dit premièrement, on va inclure un droit de préemption de reprise, c'est-à-dire à titre onéreux ou à titre gratuit, de cession, etc. Et puis tu récupères, il a un droit de préemption. Ça, c'est juridique, un droit de préemption. Mais pour plus le protéger, il faut mettre un de ses enfants. Son premier fils, qui est mineur d'ailleurs, il fallait intégrer un de ses enfants qui sera représenté par sa maman. Vous voyez un peu que le statut, ça permet de prévoir tous ces détails-là, mais il faut consulter vraiment quelqu'un qui s'y connaît ou un juriste de préférence ou quelqu'un qui est dans la pratique des constitutions, ou un notaire tout simplement, pour gérer tout ça. Voilà. Donc, en parlant de notaire, vous n'êtes pas obligé de passer par un notaire en fonction des formes d'entreprise que vous voulez. L'entreprise individuelle, vous n'êtes pas obligé de passer par un notaire. La société à responsabilité limitée, SRL, vous n'êtes pas obligé de passer par un notaire. Pour les SA, vous êtes obligé de passer par un notaire. Pour les SAS, vous êtes obligé de passer par un notaire, même si l'intervention du notaire peut être limitée. Par exemple, au niveau de la SAS, société par action simplifiée, vous allez juste demander au notaire d'établir un acte de dépôt avec des connaissances d'écriture et de signature et pour continuer votre procédure. Voilà, de manière autonome. D'établir cet acte-là, c'est un acte notarié. C'est-à-dire que vous allez déposer au rang des minutes d'un notaire pour avoir cet acte-là et puis continuer la procédure. Donc, l'intervention du notaire est obligatoire. Nous, la SA, c'est obligé, consulter le capital, etc., avec les formalités rédigées, certifiées de statut, certains documents. Donc, obligé de passer par un notaire également. Voilà, donc l'intervention du notaire est obligatoire pour certains éléments. La SRL, pas besoin de l'intervention d'un notaire. En parlant de ça aussi, il y a un bureau. Le CFOR, ce n'est pas que à la maison d'entreprise. Il y a un bureau vers Corisbus, en ville, où il y a un CFOR, notaire ou des professionnels du droit, tout simplement. Donc, les avocats, les notaires déposent les dossiers, dans d'autres dossiers à ce niveau-là, généralement, les professionnels du droit. Voilà. Et au CFOR, maison d'entreprise, c'est tout le monde, voilà, etc. Les démarches, etc. Donc, il y a les statuts que vous allez rédiger, le procès verbal dont on parlait, il va décliner un peu tous ces éléments d'adoption des statuts, etc., désignation du gérant, du mandataire, etc., vous allez tout gérer là-bas, et puis continuer. Donc, c'est le bail à usage commercial professionnel, dit professionnel, ce n'est plus commercial, nom de la société, et que tu enregistres aux impôts. Voilà, tu enregistres cet acte-là aux impôts, et puis tu passes. Et, pour le contrat de bail, il y a un document que les impôts doivent
visée, c'est la fiche de visite. La fiche de visite, normalement, ils vont dire qu'ils sont passés vérifier ton local, c'est conforme aux activités que tu veux mener, etc., etc. Si tu accompagnes avec le contrat de bail, donc ce document-là aussi est important. Voilà, est important pour la Constitution. C'est obligatoire même d'ailleurs. Donc, pour la société, tu vas fournir 2 exemplaires du formulaire M1 2014. C'est un peu le registre de commerce si on veut. Et tu fournis ces documents-là, tu remplis. Ça fait partie des documents constitutifs. Il y a 2 actes de dépôt. Généralement, c'est pour le greffe où tu vas dire que voilà, tu as compris toutes ces formalités-là, tu déposes tout ça et puis tu compares. C'est comme si tu comparaissais devant le tribunal de commerce. Ensuite, il y a le contrat d'apport de biens en nature, plus les justificatifs. On a parlé d'apport en nature, en numéraire. Concernant les apports en nature, en plus du contrat, en plus, tous les apports en nature, pardon, il faut apporter un contrat d'apport de biens en nature. En plus de ça, il faut apporter les justificatifs. Ce sont les factures d'achat, d'acquisition, etc. Donc, tu apportes ces biens-là, et tu apportes ces documents-là, et puis c'est des apports en nature certifiés, ça apporte un capital d'1 million, etc. Ou bien mix. Il y a des apports en numéraire, il y a aussi des apports en nature. Mais il faut fournir un contrat d'apport de biens en nature. C'est-à-dire qu'il y a un contrat entre toi et la société. Lui qui apporte les biens que la société dit que tu sais tous ces biens-là à la société, acheter à la société et que tu ne peux plus reprendre, etc. Ça constitue ton capital. Et tu n'as pas associé à des actions en fonction de la forme de l'entreprise. Mais il faut apporter des factures. Qu'est-ce que les gens font? Puisque les gens veulent nécessairement un capital d'1 million. Donc, il faut, là où il y a une faille de la loi qu'on va évoquer, tu apportes ces justificatifs-là. Tu peux avoir des gens, il ne faut pas juste voir un commerçant où il établit des factures avec des cachets, des stickers, ça dépend. À Bobo, par exemple, c'est fort du Bobo, par exemple, il y a des dossiers là-bas, mais là-bas, on exige des stickers sur les factures. À Ouagadougou, ce n'est pas encore exigé, mais je sais que bientôt, plus de conformité, ça va arriver. Quand des stickers, la facture là, il y a des effets, etc. Voilà, on peut dire que tu as acheté les biens ici avec telle entreprise. Voici, ça constitue ton apport en nature et puis tu as le capital en conséquence. Maintenant, la faille de la loi ici, c'est que tu peux falsifier des factures, etc., mettre des chiffres 4 millions, 3 millions, etc. Mais là, l'uniforme a dit que on requiert l'intervention d'un expert comptable ou d'un commissaire aux apports, parce que c'est les experts comptables que jouent le rôle généralement des commissaires aux apports, lorsque la valeur des biens là, en nature apportée là, atteint 5 millions. Donc, dès lors que les biens, la valeur des biens que tu estimes, qui même va estimer les biens, puisque on voit que c'est compliqué, et il y a une faille de la loi ici. Si la valeur des biens là n'atteint pas 5 millions, il n'y a pas besoin de contrôle. Ça dit, moi, je peux m'élever, voilà, ça ne fait pas conseiller, hein, voilà, c'est pas un conseil. Tu vois une entreprise, tu copies les données, etc. Tu fais une facture, tu vas confectionner un cachet. Comme tu peux, tu fais et puis tu mets un capital de 4, tu mets des biens, la valeur des biens à 4 millions. Tu montes ton dossier de dépôt, la personne a un capital social de 4 millions et puis il est fier. Voilà. Donc là, c'est une faille de la loi. Voilà. Puisqu'on dit qu'il faut évaluer les biens, il faut évaluer les biens, mais lorsque ça atteint 5 millions. Donc, ça ouvre la brèche à tous ceux qui peuvent avoir un capital de 3 millions, 4 millions 500, 4 millions 999, 999 francs maximum et pour avoir un capital social. Donc, c'est vraiment pas intéressant. Peut-être que ce sera de revoir parce que, voilà, au niveau des chiffres, il y a des problèmes. Donc, on parlait de l'acte de dépôt avec des connaissances d'écriture et des signatures en fonction du type de société. Donc, c'est les SAS, c'est les SA, etc. Avec ces formes, cet acte-là en plus. Il y a un exemplaire de la déclaration de souscription de versement plus l'attestation et dépôt de capital en fonction du type d'apport. Lorsque c'est des apports numéraires, c'est-à-dire que tu as fourni de l'argent, tu as déposé de l'argent en banque, par exemple 2 millions de francs à la banque, on te donne une attestation de dépôt de capital avec certains documents dessus. Tu as déposé, on te donne une attestation de dépôt de capital. Tu vas rédiger un acte de souscription de versement, tu joins, etc., les associés signent, etc., et puis tu constitues. Là, tu as des apports en numéraire, tu as le capital social propre. Voilà, là sont les documents généralement. Maintenant, en plus de ces documents-là, il y a la déclaration des régularités de conformité. Les sociétés aussi. C'est prévu à l'article 73 de l'acte uniforme droit des sociétés commerciales GIE, mon intérêt économique. Prévu là-bas où tu vas rédiger où les associés vont certifier que tu as accompli toutes les opérations, toutes les formalités, etc. pour la constitution de l'entreprise, de l'entité. Ça, c'est les personnes morales, bien évidemment.
avant de déposer. Donc, il y a la DRC, la déclaration de régularité des conformités. Donc, je me dépose ça. Maintenant, lorsque l'un des associés n'est pas burkinabé et que la personne détient la majorité ou au moins plus de la moitié de la société, le document du capital de l'entreprise, il faut avoir une autorisation d'exercer. L'autorisation d'exercer, une autorisation administrative. Exercer le commerce. Donc, pour les étrangers, c'est ça, une autorisation d'exercer le commerce. Donc, c'est au niveau de la maison d'entreprise, généralement. Deuxième ou troisième étage, vous allez monter, vous allez payer les timbres. Ça dépassera 10 000 francs, 20 000 francs en fonction de la forme individuelle ou société. On va faire le timbre, le formulaire d'enseignement 1250, je crois. Vous remplissez, puis on vous donne un accusé qui va permettre un accusé d'enregistrement de réception qui va lui permettre d'accomplir les formalités. Donc, il est étranger, il veut détenir une entreprise individuelle, tout ça. Il part en association, c'est-à-dire une personne morale, une SRL par exemple, qui détient plus de 50% de la société, voilà, les parts de la société. Il faut une autorisation d'exercer également de cet étranger-là. Maintenant, il faut une autorisation d'exercer. Par exemple, si quelqu'un qui a le domaine de l'infirmerie ou ouvrir un cabinet médical, etc., il faut une autorisation d'exercer, une autorisation administrative. Généralement, ce n'est pas arrêté ou décret en fonction de cette autorisation-là pour certains domaines d'activité. Par exemple, à la banque, par exemple, vous allez voir que pour ouvrir le compte d'une société, souvent on demande des agréments ou des autorisations administratives. Je vais travailler sur un document à la banque où sont les secteurs d'activité, les activités soumises à agrément ou à autorisation. Donc, ces forces, souvent, ne sont pas très exigeants, mais pour certains secteurs, il faut apporter les autorisations ministérielles, etc. Donc, pour les entreprises individuelles, là-bas, le document d'identification doit être légalisé. Passeport ou CNV doit être légalisé. Il faut le certificat de résidence après paiement de la taxe de résidence, bien sûr. Le bail au nom du promoteur, plus la fiche de visite dont on parlait, la déclaration sur le nom, le casier, le formulaire de demande de la carte professionnelle de commerce CPEC, et puis des photos d'identité que joint, et puis voilà. C'est l'essentiel pour une entreprise individuelle. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. C'est pour ça qu'en réalité, il y a plus de risques parce que c'est pour ça qu'on dit qu'il y a c'est une simple déclaration qu'il fait. Il n'y a pas de capital, il n'y a pas de statut, il n'y a pas toutes ces formalités-là. Mais il y a le risque qui est à côté. Donc, il faut faire attention. Tu apportes tous ces documents et puis voilà. Les étrangers, tu déposes bien évidemment une autorisation d'exercer le commerce. On en parlait. Donc, les innovations. Fini, c'est la réservation de noms en ligne. Avant, on ne réservait pas les noms en ligne. Voilà, mais maintenant, tu as la possibilité de réserver les noms en ligne, tu peux aller physiquement. Sur deux, c'est tu as les référents de la CNV des promoteurs ou des associés ou du gérant. Tu as le nom que tu veux réserver pour ton entreprise, tu as ton numéro de téléphone. Tu rentres sur la plateforme FNSSM, c'est-à-dire Fichier National de Registre des commerces de crédit immobilier. Et tu te donnes, tu réserves, si c'est bon, on te confirme. C'est pas bon, on t'envoie une attestation d'indisponibilité. Si c'est bon, on t'envoie une attestation de réservation de ton nom, 3 mois renouvelable une fois, et puis tu prends et tu continues tes formalités. Il y a le dépôt en ligne pour les entreprises individuelles et aussi pour la société. Donc, dans les entreprises individuelles, la difficulté, c'est qu'il faut déposer en ligne et puis aller déposer encore physiquement. On va se demander à quoi ça sert réellement. Mais ça facilite quand même beaucoup de choses parce que c'est déjà scanné et ça les facilite la tâche. Et les sociétés aussi, on peut les déposer en ligne et puis déposer encore physiquement. Mais là, ce n'est pas obligé de déposer en ligne. Tu peux aller déposer directement, physiquement au niveau de la maison d'entreprise. Maintenant, pour le M1, vous savez, parmi les pièces constitutives de la société, on a parlé du formulaire M1 2014. 2014. Avant, c'était 2010, maintenant, c'est 2014. Combien, je pense. Maintenant, on ne te donne pas ce document-là avec les stickers, le quoi qu'on colle à la certification rouge. Maintenant, on te donne un formulaire d'accusé d'enregistrement. Donc, tu récupères ça et tu pars au tribunal de commerce pour demander un extrait SSM lorsque c'est nécessaire. Par exemple, pour une ouverture de compte bancaire, postuler un marché, etc., pour justifier quelque chose, voilà, il faut demander un extrait de registre de commerce. Au niveau du tribunal de commerce à la ZAT, tu apportes une copie de l'accusé de réception, copie de UFI que tu vas recevoir, identifiant fiscal unique, et puis souvent une copie de statut quand c'est une société, ou du PV souvent, pour avoir l'accès du SSM, ça coûte 5 000 francs. Donc maintenant, on ne te donne pas le M1 directement, on te donne un accusé d'enregistrement. Ça se faisait, ça commençait à se faire dans les provinces depuis, Ouagadougou a commencé à appliquer il n'y a même pas quelques mois. Voilà, donc ce sont les innovations, etc.
Maintenant, la problématique qui se pose encore, c'est au niveau du changement de siège social au Ouagadougou. Par exemple, tu as créé ton entreprise à Ouagadougou, tu relèves de Ouaga 7. Par exemple, le siège de ton entreprise est à Ouayalguin, secteur 42. Après 2 années, tu veux changer de siège, aller par exemple à Camboïssin où tu vas relever de Ouaga 9, le centre d'essayer Ouaga 9. Donc, là-bas, il n'y a pas de problème. Tu pars seulement, tu changes de siège, tu vas changer juste le contrat de bail, justifier que, voilà, etc., etc. On va changer de siège, tu pars aux impôts, tu justifies, et puis on va transférer ton UFU. Simplement, pas de problème. Ou bien en fin d'année, carrément, généralement, le transfert du truc, ça attend fin d'année avant le 31 décembre, le transfert de siège. Maintenant, il se trouve que lorsque tu veux changer de siège au Ouagadougou, par exemple, ton entreprise est à Ouagadougou, secteur 42, ou rien, tu relèves de Ouaga 7. Toi, tu as eu une opportunité, tu veux transférer le siège de ton entreprise à Poupéla, par exemple, dans ma ville d'origine. Là, il y a un CFA là-bas, je crois bien. On ne peut pas te permettre à Ouagadougou de transférer le siège comme ça. On va te demander de passer par des procédures de radiateur, etc. Ça, c'est une difficulté. En principe, c'est possible, mais c'est une difficulté parce que les données restent. S'ils transfèrent simplement, on te permet de faire ça, etc. C'est comme si l'entreprise va demeurer 2 fois parce que la difficulté qu'on nous a expliqué, c'est que c'est comme s'il y a une radiation qui doit se faire au niveau de Ouagadougou avant que ça parte là-bas. Donc, on demande de radier à Ouagadougou avant d'aller créer ou de transférer là-bas un truc comme ça. Donc, c'est une difficulté à ce niveau-là également. Donc, il faut trouver des solutions pour ça, parce que c'est une difficulté. On ne peut pas vouloir changer de siège, c'est possible dans le statut, etc. Eux, il y a une difficulté, on ne peut pas transférer le siège facilement. Donc, ce n'est pas évident. Au niveau des opportunités pour les entrepreneurs, il y a un accès au financement institutionnel, c'est-à-dire pouvoir bénéficier de prêts, de cautions pour les entrepreneurs, etc., certains avantages. Il y a la sécurité juridique renforcée au niveau des associés ou de l'entrepreneur ou de la famille, etc. Le cadre juridique est renforcé, c'est intéressant. Il y a une visibilité accrue, le fait de la promotion, etc., sans avoir peur d'utiliser le nom de quelqu'un, etc. C'est assez intéressant. Il y a une crédibilité qui est là. Les partenaires te font plus confiance parce que tu as des documents, quand même. Ce n'est pas qu'une histoire de papier. Et tu peux créer des emplois formels, une entreprise qui embauche des gens, soit un contrat, l'entreprise existe réellement avec toutes les obligations qui s'en suivent. Tu participes au développement durable, etc. La commande publique, tu bénéficies des marchés publics, tu postules à des marchés publics comme privés. Puis voilà, c'est assez intéressant. On va faire une facture sérieuse, je le disais aujourd'hui à quelqu'un que pour une facture sérieuse, si tu n'as pas de flux, c'est compliqué. Si tu n'as pas de flux, comment tu fais? Pour avoir une flux, comment tu fais? Il faut te formaliser en tant qu'entrepreneur, et puis voilà, c'est plus crédible pour avoir les marchés. Tu as accès au financement, on peut t'aider facilement. Il ne faut pas attendre que ce soit trop tard. Généralement, les gens qui viennent nous voir pour les formalisations, les créations de l'entreprise, c'est lorsque c'est urgent. Il y a des gens qui perdent des marchés, un entrepreneur qui a perdu un marché de fourrage de près de 20 millions comme ça, parce qu'il n'y avait pas de registre de commerce de flux à temps. Donc, il exerçait comme ça, et puis voilà, il faisait des choses dans le noir. Quand c'est urgent, ils viennent courir, et puis voilà, avec le délai là, c'est compliqué, donc ils perdent des marchés comme ça. Donc lorsqu'ils viennent te voir, généralement, c'est urgent. Quand c'est urgent, ils courent maintenant, ils vont faire des documents, etc. Bon, donc, il ne faut pas attendre que ce soit trop tard, parce que voilà, l'opportunité n'attend pas. Voilà. Donc, une opportunité pour les étudiants professionnels. D'abord, il faut dire que les étudiants en droit ou des gens qui se connaissent dans le domaine, en droit ou en fiscalité, ont démissionné. Par exemple, aujourd'hui, il y a des démarcheurs qui formalisent des entreprises pour les gens, etc. Et puis, ils connaissent vraiment rien dans le domaine juridique fiscal, et qui prennent des documents, on appelle des mandataires ou des démarcheurs, si vous voulez, déposent des documents, ne peut pas faire la distinction entre part sociale, action sociale, il ne peut pas rédiger un contrat, des statuts, c'est rien rédigé, c'est des copier-coller. Donc, c'est parce que les étudiants en droit ou des juristes sont démissionnés. C'est pour ça que je parle d'opportunités pour les étudiants, les gens qui sont dans le domaine. Il faut laisser des gens aller faire des choses et puis après, ils ne peuvent même pas donner le moindre conseil à un entrepreneur. C'est-à-dire, tu peux aller voir des entrepreneurs aussi, oui. Pourquoi vous partez voir des gens qui font des entreprises, vous ne posez pas des questions pour essayer de savoir si vous maîtrisez les choses. Vous les donnez, il fait, et puis après, vous avez besoin d'un suivi au niveau des impôts pour
en matière sociale, la CNSS ou quoi, il ne peut pas t'accompagner. Voilà, parce que ce qu'ils savaient, c'est de prendre ton argent, c'est vous qui donne, et puis faites votre document, et puis c'est fini. Quand il y a un problème où tu veux modifier ton entreprise, on fait un truc, il ne peut pas t'accompagner. Donc, c'est pas vraiment pas intéressant. Mais ça, c'est un peu la faute aux étudiants en droit et les professionnels de droit tout court. C'est pour ça qu'on parle d'opportunités pour les étudiants. Voilà. Vous pouvez faire de l'activité, vous pouvez faire de l'activité de formalisation, une prestation, puis avoir de l'argent, parce qu'on parle d'opportunité, on ne peut pas parler d'opportunité sans parler de l'argent. On parler d'argent. Pour faire un peu d'argent, voilà, pourquoi pas les étudiants de troisième année ou de master 1, de 2, voilà, en classe. Vous allez voir des enseignants qui vont faire un cours en droit, je pense que c'est de troisième année quand on parle de la société commerciale, de troisième année. Il finit tout le cours, droit commercial général, droit société commerciale, mais il ne te parle même pas de ses forces, c'est quoi, il ne peut pas te dire, il ne te dit pas. Peut-être que c'est exprès qu'ils savent ou ils ne connaissent pas tout simplement. Mais finit tout ça et puis il ne peut pas te dire la procédure à suivre réellement pour formaliser une entreprise. Donc ça, c'est pratique. Donc il faut suivre des formations, il faut aller en stage, il faut pratiquer les choses et puis voilà, connaître la chose pour en faire une opportunité, une prestation. Vous pouvez fournir. Et votre avantage ici, votre valeur ajoutée ici, c'est que après la création pour l'entrepreneur ou l'entreprise, après la formalisation, vous pouvez accompagner cette personne-là, ce particulier-là ou cette entreprise-là dans le suivi fiscal pour ceux qui font gestion, etc. Et puis, dans le volet juridique, pour ceux qui sont juristes, une formation de juriste qui peut l'accompagner sur les contrats, parce que vous avez une valeur ajoutée que d'autres démarches, les mandataires, forcément n'ont pas. Donc, c'est votre valeur ajoutée ici. Donc, pourquoi pas être là, tu es en troisième année, tu es en master, tu as encore fini tes études, tu as fini, et puis tu accompagnes tes proches, tu assistes tes proches, les conseils sur les formes d'entreprise, puisque toi, tu es juriste, c'est ton domaine. On ne va pas venir, tu vas au quartier, tu dis que tu as un master 2 en droit, donc tu dis, bon, je vais faire une entreprise, je vais créer mon entreprise, j'ai un marché à déposer, tu ne peux même pas lui donner un conseil pratique. Tu parles de citer théorie devant lui, il ne peut pas te citer là qu'une forme ou des contrats là-bas. Pour pouvoir l'accompagner d'une manière pratique et puis avec des solutions adéquates en fonction de sa situation. Il faut suivre des formations, il faut se former, puis en faire une activité, il faut apprendre. C'est assez important. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, pour les professionnels aussi qui sont dans le domaine juridique ou fiscal, qui ne savent pas forcément cette procédure-là, il faut se renseigner, il faut se former, il faut suivre des formations, il faut prendre des enseignements, voire élargir votre portefeuille d'activité, votre business tout simplement. Voilà, c'est assez intéressant de le faire parce que vous savez que le secteur informel est encore vaste, donc c'est encore un marché prenable. Si vous savez vous vendre surtout, et puis voilà, avec vos proches, il y a des gens qui manquent d'opportunités parce qu'ils ne savent tout simplement pas comment le faire, pourquoi pas se former et puis voilà. Donc, votre avantage, c'est ça. Vous allez conseiller ou maîtriser les obligations post-formalisation, c'est-à-dire après la formalisation, les déclarations, droit du travail, les contrats, en matière sociale, CNSS, l'administration fiscale, etc. Vous pouvez au moins donner des conseils de base, au moins. Vous êtes étudiant, voilà, vous avez un master 12, je ne sais pas. Au moins donner des bases, mais si vous ne pouvez pas le faire, vous voyez que c'est une opportunité qui vous manque. Vous pouvez vous faire de l'argent avant même de trouver, je ne sais pas, si vous attendez d'être embauché, ça dépend de votre situation. Donc, monsieur Akani, il est 17h18. Je pense que ça fait 1 heure de présentation ou environ. Je pense qu'on va s'arrêter là. Comme c'est un domaine vraiment assez pratique, on attend beaucoup de questions. On attend beaucoup de questions et puis voilà, on va répondre à ces questions-là. Donc, si vous m'entendez, est-ce qu'on m'entend? Oui, monsieur Darwende, on vous entend très bien. D'accord, super. Est-ce que ça va? Il y a des questions, je suppose. Voilà, vous pouvez poser des questions, surtout sur ça, voilà, sans problème. Je reste disponible. Ok, déjà, on tient à vous remercier pour la présentation, la brillante présentation. D'accord, merci. Ça a été vraiment intéressant du début jusqu'à la fin, et surtout les conseils de la fin pour tout un chacun, que ce soit un entrepreneur ou un étudiant, voilà, sur la thématique. On vous remercie beaucoup pour les conseils. Avant de continuer, avant de commencer la séance des questions-réponses, on va faire un bref résumé de ce qui a été dit depuis 16h10, je crois.
Donc, pour commencer, vous avez parlé des sociétés individuelles et des sociétés commerciales. Entreprise individuelle et société commerciale, parce qu'une entreprise individuelle, ce n'est pas une société. C'est ça, entreprise individuelle, autant pour moi, et société commerciale. Voilà. Une entreprise individuelle, comme vous l'avez dit, une seule personne peut décider de faire son entreprise sans problème. Les sociétés commerciales aussi, il y en a, vous avez cité quelques-unes, surtout la SARL, la SA, la SAS, et puis vous avez essayé de donner quelques spécificités de ces différentes sociétés. On a eu droit à des définitions, voilà, comme je l'avais dit tantôt, une société personnelle individuelle, une entreprise individuelle est une entreprise dont une personne physique est responsable. La responsabilité de la personne est illimitée. Alors, ça veut dire que si la personne est tenue à des dettes sur son activité, le recouvrement de ces dettes peut aller même jusqu'à son patrimoine personnel. C'est ça, hein, monsieur Dawende? Oui, bien évidemment, tout à fait. Ok. Et à ce qui concerne les sociétés commerciales, généralement, leur responsabilité est limitée à leurs apports. Là, maintenant aussi, ça dépend aussi des sociétés. Une SNC n'a pas les mêmes... un associé dans une SNC n'a pas les mêmes obligations que un actionnaire dans une SA. Donc, plus de trucs, on va demander à tout chacun de vous contacter pour avoir vraiment des informations relatives à ces éléments-là. Après, s'il y a des gens qui ont des questions sur ça, il n'y a pas de problème pour ne pas faire trop long. Ensuite, aussi, vous avez tenu à faire la différence entre la création d'une entreprise et puis la formalisation d'une entreprise. Là, vous avez dit qu'une entreprise peut être créée bien avant. La formalisation, comme on a défini durant tout ce webinaire, c'est d'enregistrer en quelque sorte l'entreprise de façon légale. C'est ça, monsieur Dawende? Évidemment, je crois qu'on est connu parce que... Voilà, exactement. C'est ça. C'est ça. Ok. Après, je crois qu'on est allé aux différentes étapes. Ça, on a le choix d'abord de la forme juridique. Ensuite, on a eu la réservation du nom commercial ou dénomination sociale. La rédaction des statuts qui est très important pour définir vraiment ce que l'entreprise va faire, les membres qui vont la composer, le capital social. Au niveau du capital social, vous avez parlé des apports en nature, des apports en numéraire et surtout des apports en industrie. Vous avez défini l'apport en numéraire comme étant une somme d'argent que la personne est prête à mettre dans la société, dans la création de la société. L'apport en nature, c'est tout matériel mobilier ou immobilier que la personne est prête à mettre dans la création de la structure. Et puis l'apport en industrie, c'est le savoir-faire de la personne. La personne met à la disposition de l'entreprise son savoir-faire. Cela lui confère aussi des actions, des parts dans la société. Alors, même si ce ne sont pas des parts assez importantes comme en apport numéraire et en nature. Ensuite, oui, monsieur Akani, il faut souligner que les apports en industrie ont la même valeur que les autres types d'apports. Par exemple, en nature ou en numéraire, du moment où vous acceptez, puisqu'on va déterminer en fonction de ce qu'il apporte son expertise, on va évaluer, dire que voilà, ça vaut tel nombre d'actions
en fonction on va évaluer, mais une part sociale consacrée par un apport en industrie égale à la même part sociale, un apport consacré en nature ou en numéraire. Donc, c'est assez intéressant. Okay, merci beaucoup pour cette précision. Voilà, je voyais qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main, donc les questions. Voilà, on va passer à la phase des questions. Juste des questions sans problème. J'avais vu quelqu'un justement qui avait levé la main. Drabo Isiaka a levé la main. Monsieur Drabo, on vous laisse poser votre question. Monsieur Drabo, vous êtes là? Monsieur Drabo? On dirait Monsieur Drabo est parti. On ne voit plus dans le chat, je crois. Il n'est plus là. Mais déjà, moi-même, j'ai une question, si ça ne vous dérange pas. Monsieur Dawende. Oui, oui. J'ai dit moi-même, j'ai une question, si ça vous dérange. D'accord, sans problème. Je vois ta série et puis Drabo aussi dit qu'il a un premier micro, mais il peut écrire dans le chat. Drabo peut écrire dans le chat la question, sans problème. Oui, je suis à l'écoute. Voilà. Ma question concerne les démarches. Ça veut dire, vous avez cité les documents à fournir pour s'enregistrer déjà au niveau des CFOR pour avoir l'accès surtout au truc. Oui, j'écoute. Voilà. On peut savoir quelles sont les étapes, les processus pour mener à bien ces étapes-là afin de faire une bonne, c'est-à-dire de constituer un bon dossier afin que on puisse avoir accès à cet enregistrement au niveau du CFOR. Ok, d'accord. Donc, on va peut-être essayer de résumer ce qu'on avait dit. Premièrement, ce sont les étapes un peu, sont les étapes standards là. C'est-à-dire que vous allez préparer le document en fonction de la forme de l'entreprise. Donc, on prend une entreprise individuelle, simplement. Vous allez préparer le document, connaître un peu ce qu'il veut faire, etc. Et puis préparer le document. CNIB, légalisé ou passeport légalisé, certificat de résidence. Après paiement de la taxe de résidence. OK. CNIB légalisé, passeport légalisé. Après Voilà, paiement de résidence. Voilà, j'ai tout ça, les documents d'identification, le contrat de bail, les 2 photos, le formulaire CPC, la déclaration sur l'honneur ou le casier judiciaire. Là, c'est simple. Tu gères tout ça, mais premièrement, pour ça, tu es obligé de faire le contrat de bail d'abord. Okay. Et avant ça, on a réservé d'abord le nom commercial que tu veux utiliser. D'abord, c'est la réservation du nom commercial qui connaît son secteur d'activité, tu sais ce qu'il veut faire, tu as le document, tu réserves en ligne, etc. Après avoir reçu la réservation, l'attestation de disponibilité du nom commercial, tu récupères ça, tu fais ton contrat de bail, mais cette fois-ci, le contrat de bail pour l'entreprise individuelle doit être au nom du particulier, au nom de l'entrepreneur. Voilà. Et au nom de la société ou de l'entité, du nom commercial, tu fais le contrat de bail pour l'entreprise individuelle au nom du particulier, c'est-à-dire de la personne physique lui-même, elle-même. Donc, après ça, tu as le bail, etc. Tu as la fiche de visite qui va avec le contrat de bail. Et puis, tu as accompli d'autres formalités, certificats, etc. Si tu as tout ça. Tu peux déposer en ligne d'abord, tu peux déposer en ligne, scanner les documents, etc. Dès que c'est validé, il y a un suivi en ligne qui se fait. Et tu peux maintenant déposer aussi fort sans problème. Il faut être en conformité vraiment avec tout ça. Maintenant, pour la société, c'est ça. Donc, ce sont là les statuts PV, DRC, casier judiciaire ou déclaration sur l'honneur pour ceux qui dirigent l'entreprise, pas pour les gérants. Et pas pour les associés, mais pour ceux qui gèrent l'entreprise, les gérants.
ou en fonction de la forme de société, le directeur général, etc. Tu fais tout ça, tous ces documents-là, et puis tu vas déposer. Les informations à avoir, c'est ça, c'est des références cadastrales. Les références cadastrales. C'est-à-dire, à partir d'une facture d'eau, d'électricité ou des références du paiement d'unité cash power, tu as tout ça, tu as l'activité qu'il veut mener, tu as le numéro de téléphone, tu as tout, il faut monter un bon dossier. C'est théorique, mais si c'était vraiment pratique où on est assis avec des ordinateurs, on a tout, et puis voilà, ça va être beaucoup plus intéressant. Voilà, mais bon, on verra. De toutes les manières, il y a une formation qu'on va essayer de faire après, on verra. Les personnes intéressées plus tard, on verra. Ils peuvent vous faire signe et puis voilà, on verra. Est-ce qu'il y a quelque chose, monsieur Akane? Non, c'est bon pour moi, merci. Il y a monsieur Drabo Jacques qui a finalement laissé un message dans le D'accord, chat. d'accord. D'accord. Et ceci, félicitations pour votre présentation. Mhm. J'aimerais avoir de plus amples informations concernant le changement de nom et ajout d'activité d'une entreprise individuelle. D'accord, 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 pas de problème. Donc, pour le changement de nom, ça sera, monsieur Drabo, ça sera la modification. Donc, tu vas passer par une modification de l'entreprise individuelle. Les frais, ce n'est pas élevé, c'est 17 000 francs maximum, ça n'atteint même pas 21 000 maximum. C'est les frais à payer premièrement. Maintenant, premièrement, pour changer le nom, ça sera, l'entreprise individuelle, c'est sur demande. C'est-à-dire, il y a une demande que tu vas faire sur une feuille, simplement ce que tu veux changer en quoi. Et le nom que tu veux changer, le nouveau nom là, il faut établir d'abord, avoir d'abord une attestation de disponibilité de ce nom-là. Voilà, c'est-à-dire tu veux changer ce nom-là, il faut que tu repasses encore par la vérification d'un nouveau nom. Comme ça, tu as l'attestation à ton nom, tu écris la demande. L'entreprise individuelle, c'est une demande simple que tu vas faire. Tu demandes ça, tu changes ça, tu veux changer le nom en ça, puis voici, tu joins et puis on va changer le nom commercial de l'entreprise individuelle. Tu peux l'ajouter ou faire à part aussi. Sur la même demande, tu peux ajouter les activités. Sur la même demande, tu demandes qu'on ajoute telle activité ou telle activité, sans problème. Mais il faut que les activités là que tu vas ajouter soient cohérentes avec les activités qui existent déjà sur tes documents. Voilà. Par exemple, tu es dans le bâtiment, tu réalises des bâtiments, tu construis les routes, etc. Tu ne peux pas venir dire demain que tu es dans l'informatique, que tu veux qu'on ajoute les travaux informatiques là, dans les activités, parmi les activités de bâtiment, etc. Dans les travaux de bâtiment, etc. Là, c'est pas, tu vois, vous voyez que c'est pas cohérent. Donc, il faut ajouter, c'est possible d'ajouter les activités, mais il faut que les activités à ajouter là soient cohérentes avec les activités qui ajoutent déjà. Ou bien tu supprimes tout ce qui existe déjà, tu mets ce que tu veux. Ça, c'est possible. Mais c'est sur simple demande. Sur simple demande. Voilà. Si c'est pour le nom, tu as besoin d'une attestation de réservation de nom, plus ton document d'identification. Simple cette fois-ci, pas besoin de légaliser. Et puis, tu listes les activités que tu veux ajouter. Tu expliques bien seulement ce que tu veux ajouter et tu en changes tout simplement. Voilà, là, c'est simple, c'est une entreprise individuelle. Je ne sais pas si M. Drabo, c'est bon, il y a une question. Je vais parler. Écrire dans le chat. M. Drabo, ça va? Il a mis c'est bon dans le chat. D'accord, c'est bon, super. Donc, il y a M. Sinari, Mme Sinari. Ta série? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. D'abord, je voulais vous remercier pour cette brillante exposition. Moi, ma question, c'est surtout au niveau des sociétés, voilà, les entreprises à responsabilité limitée, par exemple, ou bien les SA, les créations et les statuts, les PV. Est-ce que c'est obligé que ce soit forcément légalisé par les cabinets juridiques? Également, j'ai cru vous entendre dire que tous les bureaux du CEFOR ne sont pas au niveau de l'entreprise, la maison de l'entreprise Awara, et qu'il y a un vers Coris Assurance. Alors, moi, je voulais savoir, est-ce qu'à Bobo, ils ont un bureau juridique du CEFOR à l'image de celui de Ouaga? Merci.
D'accord, merci, Monsieur Sinari. D'accord, je vois, je vois. Donc, premièrement, c'est est-ce que c'est possible de certifier ou légaliser les statuts privés au niveau des cabinets juridiques ou des trucs, non? Non, c'est pas obligé. C'est-à-dire que même un particulier peut monter tout sur son dossier s'il maîtrise vraiment, sans risque. Et puis, pas déposer, pas besoin de passer par un cabinet, par exemple, une SRL. Maintenant, pour une SAS, tu es obligé de passer par un notaire. Pas cette fois-ci pour certifier le statut, mais tu vas déposer quelques documents comme statut PV, documents d'identification, etc., pour avoir un acte de dépôt, de reconnaissance d'écriture et de signature chez le notaire. Mais il faut préciser que lorsque c'est le notaire qui va rédiger tous ces documents, accomplir toutes les formalités, c'est-à-dire un particulier va confier son dossier, ou les particuliers pas confier leur dossier au notaire, le notaire va rédiger, eux vont certifier à leur niveau, le notaire va faire les documents comme si c'était un acte, ça devient un acte des actes notariés. Voilà. En bas, on n'est pas voir comme dans le statut là, telle personne a signé, personne a signé, c'est le notaire qui certifie, etc. Voilà. Maintenant, il n'y a pas d'obligation que le cabinet certifie les statuts, non. Juste les signatures, voilà, l'original, les originaux des signatures, ça passe. Pas besoin de légaliser, il faut le faire simple. Maintenant, la deuxième préoccupation, est-ce que, à Ouagadougou, oui, vers Police Blues, en ville là, je d'accord, je ne sais pas, il y a un bureau de professionnels du droit où tu as déposé. Mais à Bobo, je n'ai pas connaissance. Le CFOR de Bobo, mais je n'ai pas connaissance d'un cabinet de professionnels du droit. Là, je ne sais pas, parce que c'est déjà que ce n'est pas trop vaste comme ici. Pas. Ici, on a fait pour que les professionnels du droit, comme c'est beaucoup vaste, les activités, etc., donc, pour qu'ils soient plus rapides que les autres, parce qu'ils sont quand même les professionnels du droit, il faut les accorder au moins des avantages. Donc, on dépose là-bas pour les notaires, avocats, etc. Mais à Bobo, je n'ai pas connaissance. Je connais seulement le CFA Bobo, mais je n'ai pas connaissance d'un bureau particulier pour les professionnels du droit comme les notaires, les avocats. Peut-être qu'on va s'y renseigner. Merci, M. Sonari. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Merci beaucoup. Okay. Y a-t-il d'autres questions? Questions, s'il vous plaît. Ah, Monsieur Dawende. Oui, oui, monsieur Akane, non, il n'y a même pas de problème. S'il n'y a pas Voilà. de question, on suppose que ça a été clair. On suppose. Okay. Puis, merci à vous, merci aux organisateurs, merci à monsieur Justin Ouedraogo, merci au modérateur, monsieur Akani. Merci à tous pour l'initiative. J'ai été content de vous avoir rejoint aujourd'hui pour cette présentation. Merci bien, merci, merci. Ah, merci vraiment à vous pour le temps accordé. Et on espère vous revoir prochainement pour d'autres webinaires. Sans faute. Ok, merci beaucoup à vous. Ok, merci à tout un chacun. Ainsi prend fait notre séance de webinaire qui était la 43e. Merci et à la prochaine.